Merci. Bien, mes chers collègues, bienvenue à tous. Nous allons ouvrir cette séance. Alors, je vais déjà vous faire la lecture des pouvoirs. Madame Plomet Véronique donne pouvoir à M. Jacquin. Madame Poulet Hélène donne pouvoir à Madame Forlage. Madame Novak Ingrid donne pouvoir à M. Collonges. Madame Anne-Claire Letellier donne pouvoir à M. Servière. Et M. Alvarado donne pouvoir à Madame Pasquier. Bien, comme il est de tradition, nous allons désigner une secrétaire de séance. Je vous propose de désigner, si vous en êtes d'accord, Mme Bénédicte David-Tevinck, ici présente à mes côtés, qui se réjouit d'être secrétaire de séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Nous sommes donc tous pour. Nous vous remercions. Alors, nous allons passer au point suivant, qui est l'approbation du PV de la séance du conseil municipal du 11 juin dernier. Donc, vous avez reçu tous le PV de la séance de ce conseil. Est-ce que vous avez des choses particulières à préciser ou à demander des questions? Alors, monsieur est, a priori, il devrait être présent, il n'est pas là. Ça roulait très très mal ce soir, effectivement. Bien. Alors, mais s'il arrive plus tard, je dirai à l'issue de la réunion, je voulais juste simplement repréciser une chose que lui, visiblement, n'avait pas bien compris. C'était, je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux, mais je regarde un petit peu de temps en temps les réseaux sociaux, et je voulais simplement préciser le sujet, puisque le moment m'en est donné, de préciser le sujet sur les indemnités d'élus, qui semblait, monsieur n'avait pas bien compris effectivement mes propos. Alors je vais redonner simplement des chiffres, puisque nous ne sommes pas encore, nous n'avons pas accès encore au public, mais nous aurons, j'espère, lors du prochain dernier conseil avant les vacances d'été, nous recevrons le public. Rappelez simplement les chiffres qui sont ceux du budget, qui sont parlants, et que vous pourrez constater vous-même lors du prochain vote. En 2018, année complète, puisque à cette année-là, l'équipe précédente était au complet en termes d'adjoints et de maires, nous avions un montant sur l'exercice 2018 de 166 922,52 €. Et puis, alors je ne parle pas de 2019, puisqu'il y a eu des démissions, etc. Donc en tout cas, sur l'exercice 2021, qui sera donc à l'exercice d'année pleine, eh bien, les indemnités que vous avez bien voulu voter pour le groupe majoritaire, de 166 922,52 €, nous passerons à 145 853,28 €. Ça veut dire qu'il y a bien une baisse de 21 000 € budgétaires qu'on ne constatera pas effectivement sur cet exercice, puisque c'est une année qui n'est pas complète avec les élections. Puis il y a eu un certain nombre d'adjoints à qui on a articulé leur délégation. Mais je voulais simplement préciser cela, et donc nous remettrons dans le monsieur, et s'il passe tout à l'heure, à la fin de la réunion, je vous expliquerai pour qu'il n'y ait pas de malentendu, parce que je pense que c'est un simple malentendu. Voilà. Donc, on a voté, non? On n'a pas voté pour ce PV. Donc, je vais vous demander où vous vous abstenez, où vous êtes contre. Donc, à l'unanimité, on est d'accord? Merci à vous. Compte rendu de l'utilisation par le maire de la délégation du conseil municipal. Voilà, donc quelques contrats supplémentaires, celui pour lequel j'ai été amené à signer notamment une petite précision, c'est un montant pas très important, mais expliquer pourquoi c'est la désinfection de la basilique du chantier du centre administratif, chantier qui ô combien à rallonge, et donc nous avons, pour remettre les protocoles sanitaires pour que les entreprises reviennent travailler, on a donc eu quelques bases d'armes, et donc nous on a mis en place ce contrat avec notre prestataire usuel, ce service, un petit complément de nettoyage de désinfection de la base de vie du chantier du centre administratif. Voilà. Petite explication. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? C'est bon? Ensuite, je vais donc laisser la parole maintenant à M. Sébastien Périgaud, qui est notre adjoint chargé des finances et de la prospective.
et donc qui va vous faire approuver le compte administratif de la commune, sachant qu'au moment du vote, Sébastien, je vais te laisser la parole, je serai dans l'obligation réglementaire de quitter la salle pour vous laisser voter en dehors de ma présence. Je l'explique aux nouveaux qui ne connaissent pas ces us et coutumes, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, Sébastien, tu as un micro, c'est bon? Sébastien, tu as la parole. Merci. Bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas salués tout à l'heure. Donc on va approuver donc, le compte administratif de la commune exercice 2019. Donc comme vous pouvez le vérifier dans le compte de l'exercice 2019 relatif à la commune qui vous a été adressé donc en même temps que la convocation du conseil municipal, nous allons constater ensemble comment et dans quelle mesure les prévisions budgétaires se sont réalisées. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder le tableau qui vous a été fourni. Donc le résultat reporté de l'année 2018 montrait un excédent de 1 898 786. Les opérations de l'exercice donc en dépenses sont de 21 455 293 euros et en recettes 20 912 249. Donc on arrive du coup à un résultat de clôture de 1 355 742 000. Nous avons des restes à réaliser pour un solde de 927 397,44 euros. Donc le résultat définitif est de 428 345 euros. Donc voilà pour le résultat. Ce qui est à noter, c'est que ce résultat est en baisse par rapport à celui de 2018, puisqu'en 2018, on avait 537 912 euros, donc c'est en baisse de 20,40%. Le fait majeur, c'est évidemment le centre administratif. Voilà, donc il a été dépensé sur cet exercice-là 2 904 053 euros, soit un coût total de la construction qui s'élève, je le rappelle, à 7 621 000 euros. Donc voici pour le compte administratif de la commune relatif à l'exercice 2019. Donc il vous est proposé de voter ce compte en adoptant le projet de délibération. Ce que je vous propose, mes chers collègues, si vous en êtes d'accord, c'est qu'on vous présente aussi le compte administratif de l'échangeur. Comme ça, je sors ensuite et puis vous votez pour les deux une fois sans ça vous convient. Ok. Ça sera plus simple. Merci, Sébastien. Alors, pour l'échangeur, de la même manière, si vous voulez regarder le tableau, donc sur l'échangeur, le résultat reporté de l'année 2018 était de 1 346 556 000. Les opérations de l'exercice, on avait 16 884 994 euros en dépenses, en recettes 19 552 252 et 27 centimes, ce qui fait qu'on a un résultat de clôture de 4 13 813 000 et 31 centimes. On a évidemment en solde reste à réaliser exactement le même montant, à savoir 4 13 813 031, et donc du coup on n'a évidemment pas d'excédent ni de déficit sur cette opération. Je vous rappelle que cet échangeur coûte 2 millions oui c'est ça, 24 611, oui, 24 611, qui est financé à hauteur de 84% par frais, 7% de Carrefour et 7,8% de Clépierre. Voilà, l'opération est entièrement financée, c'est pour ça qu'on n'a pas d'excédent ni de déficit. Monsieur le rapporteur, il ne coûte rien à la commune. Et il ne coûte rien à la commune, bien entendu. C'est bien de le relever. Bien sûr. Opération blanche. Oui, c'est une opération blanche. Il faut savoir quand même que nous étions, j'excuse l'absence du directeur général des services ce soir, mais nous étions encore ce matin en entretien ensemble parce qu'il y a un certain nombre de sujets encore qui n'auront pas quel impact sur notre budget, puisque c'est donc l'organisation est totalement privée, mais pour les nouveaux certains n'ont peut-être pas connaissance de ce sujet, c'est que en fait, la maîtrise d'ouvrage a été déléguée par la DIRIF, parce que la DIRIF, c'est l'État, et l'État ne peut pas déléguer à une société privée directement ce type d'opération. Donc, pour arriver à mettre en place ce fameux schéma avec une organisation privée, à savoir le groupe FAE
associé en petite partie avec Carrefour de Clépierre, il a donc été décidé de mettre en place donc, ce fameux budget annexe. Un budget annexe, comme son nom l'indique, c'est bien un budget qui est à part, qui est voté à part, et donc pour lequel on fait ce fameux compte administratif, qui est le compte administratif, pour ceux qui sont ou qui sont issus du privé, c'est tout simplement le bilan de l'année. C'est vrai que traditionnellement, les comptes administratifs sont toujours faits au mois de juin, généralement, en tout cas il faut le faire avant la fin juin. Avec le Covid, vous comprenez qu'il y avait des souplesses au niveau de l'État. Donc voilà, donc aujourd'hui, il y a encore quelques petits sujets entre la TIRIF et le groupe privé. Donc il faut savoir que lorsqu'il y a des échanges, eh bien c'est nous qui servons de boîte aux lettres pour, entre guillemets, aider les parties à se mettre d'accord. En l'occurrence, vous avez vu qu'on a fermé les bretelles en juillet, c'est la TIRIF a fermé en relation avec l'aménageur et les bretelles. Et puis, des petits soucis, des petits soucis de chaussée. Ils sont en train de discuter sur le sujet. De toute façon, c'est ou la TIRIF qui paye, ou l'aménageur privé. Donc ça sera transparent, et en théorie, je dis bien en théorie, ce budget annexe, nous verrons ça le moment venu, devra être clos. Puisqu'une fois que l'aménagement s'apporte uniquement et exclusivement sur l'échangeur, tout ce qui se passe sur les parcelles du parking, là, c'est frais propriétaire et gère son affaire. Donc nous, on va clôturer ce budget annexe lorsque le chantier sera terminé, et normalement, évidemment, ça sera au 31 décembre 2020. Voilà ce que je voulais préciser. J'ai répondu à votre question sur les parcelles. C'était pas une question, c'était juste une observation. Pour revenir à spécifier que ça ne coûte rien à la commune. Oui, tout à fait, mais ça a été dit. Le montage juridique, c'est une chose, mais il faut quand même que les gens sachent que ça ne coûte rien. Mais ça leur a été dit, ils le savent depuis bien longtemps, mais vous avez raison, c'est bien de leur préciser. Voilà, merci de votre intervention. Ok. Alors, on va passer au vote pour le compte administratif de la commune. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, qui est, lui, encore une fois, en baisse, hein, puisque l'année d'avant, c'était 537 912, donc c'est en baisse de plus de 20%. Oui, mais en baisse de plus de 20%, lié notamment au surcoût du centre administratif, puisque je rappelle, puisque vous vouliez rappeler sur l'échangeur que ça ne coûtait rien. En revanche, le centre administratif, lui, il coûte très très cher, 7 621 000, je le rappelle. Donc, qui vote pour l'approbation du compte administratif de la commune relatif à l'exercice 2019 ? Voilà, donc à l'unanimité. Alors, pour l'approbation du compte administratif de l'échangeur, qui vote pour? Voilà, donc à l'unanimité? Oui, parfait. Donc on a voté pour le compte administratif de la commune et de l'échangeur. On va passer au compte de gestion. Pour les comptes de gestion, on va faire revenir le maire. Monsieur le maire. Donc, pour l'approbation du compte administratif de la commune, ça a été voté à l'unanimité, ainsi que l'approbation du compte administratif de l'échangeur de la Nationale 3. Donc, on va passer à l'approbation du compte de gestion du receveur municipal relatif à la commune. Donc, avant de délibérer sur ce compte, qui vous avait été présenté, les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif et l'état des restes à réaliser. Nous pouvons ainsi constater que le trésorier municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2019 quand je vous ai présenté, celui de tous les types de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui étaient prescrites de passer dans ses écritures, et que le compte de gestion 2019 est le reflet du compte administratif 2019.
Donc il est proposé au conseil municipal, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles relatives à des journées complémentaires, de statuer sur la valeur des valeurs actives et de déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2019 par le receveur visé et certifié par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Donc qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc le compte de gestion du receveur municipal est approuvé à l'unanimité. Donc on va faire la même chose pour l'échangeur de la Nationale 3. Donc avant de délibérer sur ce compte, il vous a été présenté le budget primitif de l'exercice 2019, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées, celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif et l'état des restes à réaliser. Nous pouvons constater que le Trésor municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les types de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui ont été prescrites passées dans ses écritures et que le compte de gestion 2019 est bien le reflet du compte administratif 2019. Il est donc proposé au conseil municipal, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles relatives à journées complémentaires, donc statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires du GN annexes, de déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2019 par le receveur, visé et certifié par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Qui vote pour? Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, adoption à l'unanimité du compte de gestion de l'échangeur de la Nationale 3. Merci à vous. Merci Sébastien de la première présentation. La prochaine sera plus ardue, ce sera le budget. Alors, une petite précision, on va vous faire passer, parce que la dernière fois on n'avait pas signé les PV pour les élus qui ont l'habitude, on va donc faire passer, circuler les PV, et puis ensuite vous aurez les comptes administratifs. Donc vous verrez, il y a à chaque fois plusieurs signatures, il y a un petit signet qui vous précise à quel endroit vous devez signer. En face de votre nom, ceux qui ont des procurations signent aussi pour la personne qui a donné procuration, s'il vous plaît. Bien, nous allons continuer. Alors une précision aussi pour les nouveaux conseillers. Il faut savoir que ce compte administratif que vous avez voté, donc l'excédent qui a été donc acté à la fois par la ville et par le contrôleur, dans le cadre du compte de gestion, sera donc réinjecté dans le budget, au budget supplémentaire qui se fera aux alentours du mois d'octobre, plutôt de novembre de cette année. C'était à préciser. Nous allons passer au point suivant, c'est le vote des taux d'imposition des deux taxes, puisque vous le savez, aujourd'hui on ne vote plus la taxe d'habitation qui est aujourd'hui gelée. Même si un certain nombre de Clévoises et Clévois continuent à payer la taxe d'habitation, n'empêche qu'aujourd'hui, on ne vote plus ces taux puisqu'ils ne sont plus modulables. Par contre, nous allons vous proposer donc de voter les taux de la taxe foncière du bâti et de la taxe foncière du non-bâti. Comme vous le constatez, mes chers collègues, on maintient évidemment les taux d'imposition cette année des deux taxes locales. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet, ou des interrogations ou des remarques. Dans ces cas-là, je vous propose qui est contre, qui s'abstient. Nous sommes donc tous pour le maintien de ces taxes. Je vous remercie. Nous allons donc maintenant, si vous voulez bien, passer au vote du débat d'orientation budgétaire 2020. On vous a donc précisé, donné un certain nombre d'informations dans le rapport, ce qu'on appelle le rapport d'orientation budgétaire 2020, sur le budget principal. Donc on vous rappelle les grandes lignes je dirais de l'État, le contexte européen, l'augmentation trimestrielle du PIB. Je ne vais pas vous saouler avec les chiffres, à moins que vous vouliez qu'on le détaille. Sur le contexte européen, nous avons aussi le contexte national. Alors vous allez dire, le contexte national, c'est un peu un contexte mondial aujourd'hui, avec ce qui se passe avec l'épidémie.
on a encore mal à mesurer l'impact que sera sur les finances, mais je pense que ça en aura inévitablement. Donc on vous précise quand même que l'économie française va quand même certainement, enfin, en tout cas devrait ralentir au cours de l'année. L'activité et le taux de chômage repasser malheureusement au-dessus de la barre des 10%. Tout ça, ce sont des projections malheureusement, et on en saura un peu plus dans quelques mois. Alors, concernant les mesures relatives aux collectivités locales, donc la suppression de la taxe d'habitation, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un sujet majeur. La loi de programmation finances publiques votée ne devrait donc pas aller jusqu'à son terme. Les transferts financiers d'État en collectivité en hausse en 2020. On inclut d'ailleurs, on vous le précise, la totalité des concours financiers de l'État majorés des subventions. Ils atteignent 115,7 milliards en hausse de 3,3% par rapport à 2019. Et cette évolution tient, on nous le précise, ça ce sont des données de l'État, principalement la troisième vague du dégrèvement progressif de la taxe d'habitation, qui, je ne veux pas dire impact, mais qui bénéficie à 80% des ménages les plus modestes. La dotation générale de fonctionnement est annoncée comme stable en 2020, avec un montant de 26 847 milliards. Vous savez, malgré tout, que cette dotation globale de fonctionnement a été plus que sensiblement réduite ces dernières années. Nous avons donc aussi, on vous précise un peu plus loin pour notre territoire, que la commune a continué une baisse de ressources naturellement impactée par la dotation globale de fonctionnement, qui est versée par l'État pour les 6 dernières années, pour faire simple, pour donner des chiffres. Il faut quand même qu'on sache, et les voix qui nous regardent le sachent, c'est que depuis 6 ans, la perte pour les suivis aurait été d'1 255 859 euros. L'État, quel qu'il soit d'ailleurs, se rétracte sur un certain nombre de choses, et malheureusement, on donne de plus en plus de charges et de compétences aux collectivités, qu'elles soient municipales ou intercommunales, et on se retrouve donc dans des situations un petit peu compliquées, et puisqu'on parle du contexte municipal qui est intimement lié évidemment à l'intercommunalité, il faut savoir que pour 2020, le pacte financier avait été maintenu, le budget avait été voté par la communauté d'agglomération, ce qui nous garantit d'avoir les aides attendues de la communauté d'agglomération. Vous vous doutez que le futur président, le futur bureau qui sera élu le 11 juillet prochain, c'est installé à la communauté d'agglomération, va avoir à gérer comme nous les effets néfastes de cette crise, puisque vous savez bien, la grande manne financière de notre intercommunalité étant en s'appuyant sur la plateforme aéroportuaire, avec l'arrêt de l'activité, ça va inévitablement cristalliser les difficultés. Alors, une analyse rapide de la rétrospective municipale, avec, on vous fait un rappel entre 2017 et 2019, les dépenses qui ont augmenté de à peine 1%, on passe de fonctionnement de 13 800 000 et quelques euros à 14 361 000 euros. Nous avons des recettes de fonctionnement donc, qui, elles, sont à peu près stables. On passe de 16 572 870 à 16 679 781. Les dépenses, malgré tout, ont progressé en gros, en général, en 2019 de 3,08% pour l'année 2019. Les chiffres précédents, c'était le comparatif entre 2017 et 2019. Par contre, à noter quand même que les recettes ont diminué de moins 1,49%. Ce qui attire notre attention. Alors, je ne vous cache pas qu'on a pris la décision de faire un bilan auprès d'un organisme indépendant pour faire une analyse fine de l'état de nos comptes et de nos finances, et surtout, évidemment, de faire une projection sur la mandature. Donc nous sommes en 2020,
Donc le cabinet qui travaillait déjà pour la ville continue à travailler pour nous. On les a rencontrés une première fois avec Sébastien Périgaud. Ils sont en train d'analyser nos chiffres et ils vont nous rendre donc courant juillet une première analyse. Et Sébastien Périgaud, on va tous, j'espère pour certains en tout cas, partir en vacances. On fera une commission finance spécifique pour évidemment présenter ces résultats. Et pour l'instant, bon, j'en dis pas plus, on a déjà quelques idées, mais en tout cas, c'est important que vous le sachiez. Donc on aura une clause de revoyure au mois de septembre pour la commission finance. Voilà. Et alors pourquoi je dis ça? Parce que les recettes diminuant et les dépenses progressant, ça fait un effet ciseau. Et donc, par rapport aux investissements qui étaient prévus initialement sur la mandature, quel que soit d'ailleurs le groupe en fonction des différents projets qui avaient été annoncés, le risque d'aides qui vont diminuer, parce que l'État, comme la région, comme le département et comme la communauté d'agglomération, aujourd'hui soutiennent les collectivités, on va délibérer tout à l'heure sur le sujet, mais ça va avoir une fin. Hein. Et les comptes en 2021, et notamment les recettes, moi personnellement, me laissent un peu dubitatif et m'inquiètent un petit peu. Voilà. Les charges à caractère général. Hein, donc les charges à caractère général, ce sont les charges de personnel et de fonctionnement, enfin plutôt de fonctionnement des services. On a connu comme une augmentation assez importante de 6,27% entre 2017 et 2018, et ils ont eu une progression un petit peu plus faible de 4,42% en 2019. Alors, l'intérêt de la dette a baissé jusqu'en 2018, a connu une augmentation en 2019 avec évidemment l'emprunt de 3,7 millions pour financer la construction du centre administratif. Donc, nous avons pour l'instant pas de perspective à très court terme de fin d'emprunt, donc il faut quand même noter cet effort supplémentaire. Pour ce qui concerne la section d'investissement, Sébastien Périgaud vous l'a dit parfaitement tout à l'heure, nous avons eu une augmentation plus que sensible, pour ne pas dire une forte augmentation des dépenses d'équipement, entre autres parce qu'il y a eu les travaux de voirie, évidemment, la poursuite de la rénovation de l'éclairage public, il y a eu évidemment pour la poursuite des travaux du centre administratif, et permettez-moi une boutade, lors d'une année préélectorale, il y a toujours, on se lâche un petit peu sur l'investissement pour faire plier au maximum de personnes, ce qui est normal. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis donc des travaux de réfection, dont vous citez les écoles qui ont bénéficié de quelques travaux, et un réaménagement aussi de jeux dans le parc Buffon. Pour rappel, un chiffre quand même assez important de 250 000 €. Voilà. Pour ce qui concerne la dette, je n'ai pas de... Vous avez tous les éléments sous les yeux. En fait, l'encours relève... c'est intéressant quand même. Alors, ce qui est à la fois sécurisant, c'est que l'encours relève pour celui qu'on a 84% d'emprunts qui sont à taux fixe. Voilà. Et puis, on a donc les taux variables qui représentent donc en gros 96% restants. Voilà, on peut dire sur l'encours. Donc, on se fera évidemment accompagner pour la gestion de cette dette, parce que là encore, avec ce qui se passe actuellement, on n'est pas encore certain de la réaction du monde des finances et bancaires, et donc on verra cela dans les mois et les années qui viennent. Alors, on vous a fait un graphique sur la dette communale au 31 décembre. On se rend compte qu'effectivement, on a une légère baisse entre 2018 et 2019, et puis une annuité, ça, je parle pour la dette communale, par contre on voit l'augmentation de l'annuité de la dette, qui passe à 1 428 633 € et 6 centimes. Alors, l'augmentation de l'encours de la dette, on l'a déjà dit tout à l'heure, correspond évidemment à la construction du centre administratif et du conservatoire de musique. Voilà. Et par contre, la légère baisse de la dette en 2019, de l'encours de la dette, est due à l'extinction d'un emprunt. Je crois de mémoire, Sébastien, qu'on en a un qui va tomber d'ici 2021 ou 2022, je crois. Hein, voilà. Mais ça, c'est pas un gros emprunt, donc ça ne va pas tellement se sentir.
Ensuite, l'évolution des dépenses de personnel, bah, vous les avez sous les yeux, elles ont augmenté de 3,54%, elles avaient baissé en 2017. À cela, il y a une explication, évidemment, qui est une augmentation légère de l'effectif, et puis aussi à la revalorisation des grilles indiciaires. Dans le cadre du parcours professionnel, carrière et rémunération, c'est des augmentations, on va dire, salariales, donc quand bien même, et je l'expliquais au dernier conseil, on fera un toilettage de notre tableau des effectifs, il n'empêche qu'on a donc une légère augmentation des frais de personnel. Il y a des années où ça baisse un petit peu, tout simplement parce qu'il y a des départs, notamment pour la police municipale, qui ne sont pas remplacés tout de suite parce que c'est très compliqué de recruter. Et donc à ce moment-là, il suffit que sur 3-4 mois, on ait 2 postes en moins de consommation salariale pour faire légèrement baisser le montant. Bon, on vous rappelle le traitement indiciaire. Bon, là, on est à 3 505 000 traitements, ce qu'on appelle le traitement de base. Quelques-uns, 109 000 € d'indemnité de résidence. L'ANBI, qui est une notification indiciaire qui récompense un certain nombre de cas. Pardon ? Absolument. Et puis des primes qui représentent 1 million. Merci. Ça fonctionne ? C'est bon ? Merci. Et puis donc les primes qui représentent 1 217 963 €. Les heures supplémentaires, on vous fait un comparatif en nombre d'heures et en nombre, évidemment, de facto, ça influe sur le montant. On a une légère augmentation des heures supplémentaires. Si vous me posez la question, je serais incapable d'y répondre. Il y a dû y avoir un peu plus de travail de réaliser, peut-être un peu plus de manifestations sur 2019, ce qui veut dire qu'on engage plus de personnel des services techniques, notamment sur le terrain. Ceci peut expliquer cela, sachant qu'on a quand même pas loin de 580 heures qui sont sur le montant. On a une légère augmentation. Pour l'évolution des emplois permanents, eh bien, vous avez la réponse sur le nombre de personnes. Nous avons donc 179 personnes en 2019 pour 173 en 2018. Le ratio financier, d'ailleurs, qui nous a été confirmé par notre bureau qui nous accompagne sur les finances, est d'indiquer que la moyenne nationale pour la strate de notre population est autour des presque 60%, alors que nous sommes à près de 50%, donc nous sommes en dessous, ce qui tente à indiquer que bien si on voulait recruter dans certains services pour améliorer le service public auprès de nos concitoyens, au-delà de la charge financière, on n'est pas une commune qui a une masse salariale, ce qui, à l'inverse d'ailleurs, peut poser des difficultés parce que on est un petit peu, en tout cas au bout de quelques semaines, on est un petit peu juste dans certains corps de métier, je pense notamment dans certaines écoles, où on est un peu à flux tendu, donc il y aura des réflexions à avoir dans les années qui viennent. Alors, pour ce qui concerne maintenant les orientations 2020 qui nous intéressent, on constate une première chose, c'est que les dépenses seront techniquement et matériellement en baisse, pour une simple et bonne raison, c'est que le contexte particulier de la crise sanitaire fait qu'on a eu des charges en moins, notamment sur les mois de mars à mai. Pour les charges de personnel, celles-ci devraient être en hausse d'environ 2% par rapport aux dépenses réalisées. Notamment, on a des remplacements de policiers municipaux qui avaient quitté les services qui vont réintégrer Bruno. Il y en a un qui arrive très bientôt. Donc, la maîtrise des dépenses, évidemment, c'est le sujet, rendra possible cette année le maintien du taux de la taxe foncière, puisque suite à la réforme, je vous rappelle que le taux de TH de 2019 est donc TH pour le public, la taxe d'habitation est donc maintenue et prorogée. On vous précise donc qu'il n'est pas nécessaire de le voter, ce que nous avons fait tout à l'heure. Il permettra évidemment également, ce budget de fonctionnement, le financement de l'investissement. Il est clair que cette année encore, nous n'emprunterons pas pour les raisons évidentes que vous avez bien compris. Alors, nous avons une légère augmentation des bases,
c'est-à-dire les recettes qui nous sont transmises par l'État, tout à fait logiquement, puisqu'il y a eu un peu de construction. Il y a, alors pour l'instant, on n'en est qu'au balbutiement, mais il y a la zone d'activité commerciale qui, dans les années qui viennent, vont nous ramener une augmentation de ces bases. Et on considère que la hausse sera d'environ 100 000 euros. À rajouter à cela une attribution de compensation, nous délibérons tout à l'heure pour cela, exceptionnelle, qui est versée par la communauté d'agglomération. Je profite au passage pour les remercier, qui augmentera cette aide grâce à une aide exceptionnelle de 10 euros par habitant. Ceci a été fait, évidemment, aux 42 communes de notre interco, ce qui permet de venir en aide aux communes par rapport notamment à la gestion de la crise Covid. Et puis, concernant la dotation globale de fonctionnement, on parlait tout à l'heure, elle va continuer à baisser de moins 10%. Alors, pour l'investissement, on vous rappelle que le budget global pourrait être d'environ de 2 millions d'euros cette année, avec les projets suivants. Évidemment, une poursuite de la rénovation de l'éclairage public, le remplacement des menuiseries extérieures de l'école élémentaire Maupertuis, qui, Jean-Louis n'était pas là l'autre fois, on a échangé au téléphone, qui permet, puisqu'on a fait quelques modifications, Laurent Jacquin est intervenu, je sais pas où il est, Laurent Monvour est intervenu auprès de l'entreprise pour qu'on puisse, à terme, accepter un traitement extérieur d'isolation comme on l'avait fait à l'époque à Bois-Fleuri. Donc ça a été modifié, mais ça a été modifié, en tout cas, c'était simplement qu'un problème technique, hein, puisque ça n'amène pas de plus-value à l'attribution du marché. Le marché qui a été attribué, je le rappelle, pendant la période Covid, donc de toute façon, on n'allait pas revenir là-dessus. Et puis ensuite, eh bien, on vous cite un certain nombre de travaux divers, de voiries, de réaménagement des abords de l'école Bois-Fleuri, notamment parce qu'il y a une zone assez accidentogène, et des réfections de cours pour les écoles maternelles et maternelle Maupertuis, maternelle centre, puisqu'il y avait une partie de la cour qui n'avait pas été terminée. On va continuer l'aménagement PMR, il ne restait plus qu'un quai de bus pour nous permettre d'avoir la subvention définitive du CEDIF, hein, enfin maintenant c'est plus CEDIF maintenant, c'est un autre nom, je ne sais plus, bon. C'est Île-de-France Mobilité, voilà. Et puis, nous avons aussi, et c'était un engagement de campagne, mais aussi un engagement simplement pour nos enfants, c'est l'installation des aires de jeu dédiées aux écoles maternelles. Donc un marché est en train de se concocter, marché qui, je pense, pour ceux qui siègent à la commission le verront, un marché certainement qui sera sur plusieurs années et qui nous évitera systématiquement de relancer un MAPA tous les ans pour bricoler. On fait un marché sur la durée de l'année qui nous permettra d'installer des aires de jeu, mais aussi d'installer des spots de fitness en ville, comme on le voit dans un certain nombre de communes. Bien ensuite, toujours important, les écoles, 170 000 euros qui seront dédiés à l'achat à l'entretien, à l'achat de matériel dans les écoles. Et puis l'achat d'un véhicule pour la police municipale à hauteur de 26 000 euros. Et puis donc une poursuite de la construction du centre administratif et du conservatoire, qui j'espère s'achèvera un jour. Et pour un montant, donc on a estimé à 200 000 euros, parce que plus le délai dure et plus il y a des révisions de prix. Et évidemment, bien régulièrement, n'est-ce pas, pour ceux qui siégeaient à la commission, on a eu à passer un certain nombre d'avenants. Donc, puisque le moment est propice pour en parler, j'ai réuni tout ce beau monde il y a une quinzaine de jours pour leur expliquer qu'il fallait qu'ils se remettent au travail. Parce que c'est un peu compliqué. Le chantier a redémarré, mais l'objectif restant évidemment d'achever ce bâtiment avant l'été 2021. Donc l'investissement sera financé, comme à l'accoutumée évidemment, par les recettes habituelles, le fonds de TVA, le fonds de compensation de TVA, la taxe d'aménagement, le fonds de concours de la CARF qui perdure, puisqu'on a un peu plus de 500 000 euros encore en caisse qui nous permettront de financer, les subventions DETR, les amortissements et l'autofinancement. Donc, comme je vous le disais, j'ai peut-être anticipé sur la conclusion, mais vous comprendrez mon propos, l'équilibre budgétaire des collectivités va rester fragile. Et donc, pour cette année encore, puisque nous pouvons équilibrer le budget sans emprunter, nous allons poursuivre ces investissements uniquement grâce à la capacité d'autofinancement et sans avoir recours à l'emprunt, ce qui me paraissait essentiel. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des remarques sur le sujet. J'ai une remarque, monsieur le maire.
Concernant l'estimation de la dépense pour la construction du centre administratif et du conservatoire, vous l'avez estimé à 200 000 euros. C'est pas un peu sous-estimé cette dépense? Qu'est-ce qui vous fait dire que ça peut être plus fort que ça? Je suis inquiet si c'est plus fort que ça. Non. Je sais pas, enfin, au niveau des travaux, la toiture ne sont pas encore terminées, il y a les cloisons. Non, attendez. Alors il faut pas confondre. Et je ne vais pas vous faire offense, mais il faut comprendre les finances publiques. Là, aujourd'hui, on parle d'un budget supplémentaire de 200 000 euros. Évidemment que si vous regardez le bâtiment, vous dites, évidemment que le bâtiment, il est déjà budgété. Nous avons des tas si vous regardez le budget en détail, vous avez des tas de restes à réaliser. Simplement par rapport aux différents éléments que nous ont donné la maîtrise d'œuvre et l'architecte, on pense qu'il y aura un certain nombre de suppléments à apporter qui seront de l'ordre de 200 000 euros, mais ça n'a strictement rien à voir avec l'état du bâtiment, puisque les budgets ont été votés. Voilà. D'accord, mais donc vous allez quand même être contraint au budget supplémentaire, vous le plantez, non, puisque je vous dis qu'on les a intégrés déjà dedans. C'est-à-dire que dans le budget, pour moi, un budget supplémentaire, et en tout cas, ça sera le cas cette année, il doit avoir une vocation simplement à rééquilibrer les comptes. De compte à compte, pas de rajouter. Et dans le budget supplémentaire, par contre, nous allons y intégrer l'excédent que vous avez voté tout à l'heure, c'est-à-dire les 400, c'est 400 et quelques mille euros du... Voilà, bien. Donc les 200 000, dans notre budget primitif, nous intégrons ces 200 000 euros qui sont aux premiers éléments qui ont d'ailleurs été transmis, alors que je n'étais pas encore maire, au service comptabilité, on aura de l'ordre de 200 000 euros. Nous espérons que ce soit moins, mais voilà. Donc nous les mettons au budget pour ne pas avoir à les rajouter au budget supplémentaire, et vous vous doutez bien qu'on va veiller à ce que ça ne déborde pas, voilà, si ce n'est qu'on a... j'ai passé un petit contrat supplémentaire pour nettoyer, mais c'est pas ça qui va mettre en péril la ville. Mais pour le reste, les 200 000, on a préféré les prévoir tout de suite, donc dans le budget primitif. Et évidemment, si par bonheur, ça se limite à 150 000 ou 120 000, eh bien ça sera tout bénéfice pour la ville. Mais enfin, plus le temps passe, et plus on est soumis à ce type de dérapage que le centre a connu année après année. Parce qu'il y a eu effectivement le passage de la malencontreux d'une fibre téléphonique qui nous oblige à rehausser. C'était un choix à l'époque. On s'est dit, peut-être à l'époque, le maire a décidé, mon prédécesseur a décidé de dire on va rehausser le bâtiment plutôt que de payer les travaux, puisqu'il fallait dévoyer à l'époque. Voilà. Avec le recul, mais ça on fera le bilan à la fin, je ne suis pas convaincu que le surcoût que nous avions pour faire ces travaux de dévoiement nous aurait pas simplifié la tâche, etc. Mais c'était un choix que je respecte. Mais on se posera la question à la fin, parce que la difficulté, en fait, c'est pas tant le fait de déplacer ou d'avoir conservé la fibre, c'est tous les délais qui se sont accumulés les uns derrière les autres. Après, il y a eu des avenants de choses qui avaient été oubliées, qui avaient été demandées, qui ont été oubliées. Donc, il a fallu effectivement passer des avenants pour des problèmes de climatisation et autres. Donc, voilà, il y a eu des modifications. Donc, bon, moi, après, je ne vais pas... Vous le savez bien, je ne suis pas dans la polémique. Donc, aujourd'hui, on a été élu pour gérer les affaires de clé suivies. On a un actif, on a un passif. Et donc, j'espère vraiment que ce centre aboutira rapidement. Et en tout cas, on va tout faire pour. Parce que si on traîne encore un petit peu trop, je crains effectivement qu'il y ait encore un certain nombre d'augmentations qui pourraient nous être infligées. Là, en l'occurrence, avec 200 000, on est, pour l'instant, en tout cas, on est dans les clous. Et donc, ça nous évitera de les passer au budget supplémentaire. D'accord, merci de ces précisions. Ben, je vous en prie, madame. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ce qui vous concerne, mes chers collègues? Donc, je vais vous demander de passer au vote, d'approuver ou pas ces orientations budgétaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Ben, écoutez, je vous remercie. Nous avons ensuite une petite rétrospective donc sur le débat d'orientation budgétaire, donc à nouveau, puisqu'on repart à nouveau sur le budget annexe pour le fameux échangeur. Donc, alors là, ça a été vous avez vu, ça a été très laconique, quelques lignes simplement. On vous rappelle que le budget annexe a été créé en 2018 pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, pour permettre cette construction de l'ouvrage.
Dans le cadre, alors, c'est un projet urbain partenarial, un PUP en fait, hein, voilà, donc c'est un privé qui finance donc une opération sur une route nationale. Les travaux donc en 2019 se sont élevés à 16,9 millions d'euros et nous avons donc déjà perçu, vous remarquerez d'ailleurs un peu plus, hein, parce qu'en fait il y a des versements, donc en fait on va avoir des restes à réaliser de recettes par rapport aux dépenses. Et une enveloppe budgétaire supplémentaire pour le 2020 sera donc nécessaire pour la poursuite et la fin des travaux sur l'échangeur qui avance bien. Donc là, pour le coup, autant je vais faire de l'humour, j'ai encore un doute pour le centre, autant là, je crois que pour le centre, pour l'échangeur, on devrait, mes chers collègues, arriver à une situation qui s'achèvera avant que nous basculions vers la nouvelle année 2021. Donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sachant qu'on a déjà débattu sur le sujet, hein, donc je vous propose d'approuver ou pas ces orientations. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour? Je vous remercie. Voilà. Alors, pour ce qui concerne la délibération suivante, c'est simplement un détail des dépenses d'investissement engagées, liquidées et mandatées, avant le vote du budget primitif. Donc on vous met tous les montants, là c'est uniquement tout ce qui est investissement, d'accord, qui ont été donc réalisés au cours de l'année. Ça veut dire que tout ce qui a été fait actuellement, avant le vote du budget, sera donc évidemment intégré. Et c'est preuve de transparence, puisque l'équipe précédente a fait un certain nombre d'investissements, comme je le disais, ce qui est tout à fait logique à quelques semaines ou mois des élections. Et donc il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été réalisés, qu'on a donc collationnés, qui sont donc intégrés dans le budget. Ce qui veut dire que les grandes lignes budgétaires qu'on vous a données tout à l'heure sur l'Europe, ces montants-là sont déjà intégrés dedans. Évidemment, on fera une soustraction. Voilà. Alors je ne sais pas... c'est en fait, on ne vote pas pour cela. On prend acte simplement, puisqu'on informe les 33 élus de cet engagement anticipé d'investissement. Vous n'avez pas de questions? C'est extrêmement clair. Voilà. Ensuite, nous avons une délibération qui va évidemment faire l'unanimité. Ça correspond à l'attribution de compensation supplémentaire. Alors, je vous rappelle ce que c'est pour ce qu'on dit les bisus, les nouveaux qui arrivent au sein de cette assemblée. L'ancienne taxe professionnelle, qui est donc ne plus aujourd'hui collectée par les communes, mais collectée par les intercommunalités. Donc, à ce titre, la Roissy Pays de France, notre communauté d'agglomération, perçoit toutes les recettes de, je dis pour ce que vous avez entendu parler de l'ancienne taxe professionnelle. Donc, cette fiscalité est perçue par la communauté d'agglomération, qui l'utilise, évidemment, pour son fonctionnement, en termes d'investissement, et reverse donc des attributions de compensation. Donc, il suffit de regarder, donc c'est tout à fait transparent, vous avez les 42 communes qui sont donc citées, et donc les Souilly reçoit annuellement 5 674 307 €, d'accord. Ce montant-là était lié à... Donc, en fait, c'est finalement un jeu de vase communicant, puisque la communauté d'agglomération perçoit l'impôt et on reverse une partie aux communes. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait ces 10 € dans le cadre de la crise Covid qui sont attribués à toutes les communes, aux 42 communes. Il suffit donc évidemment, on part sur la population de 2020 estimée, puisqu'on sait qu'une population estimée pour l'instant. Donc, on va récupérer une augmentation d'attribution de compensation qui sera à hauteur de 127 010 €. Voilà. Et donc, pour ce faire, il nous faut je vous demande de bien vouloir approuver cette délibération de révision de l'attribution de compensation qui est à la hausse. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur le sujet. Excusez-moi, je n'ai peut-être pas complètement entendu. Le chiffre, le montant de l'année dernière de l'AC était combien? Le montant de l'AC pour cette année
il est constant, il est de, vous l'avez dans le tableau, vous suivez que les suivis, 5 674 307. Ça, c'est notre... Ok, et celui de l'année d'avant? Alors, celui de l'année passée, je ne l'ai pas. Mais généralement... Il y a une augmentation ou une baisse? Non, il n'y a jamais de baisse. L'attribution de compensation, de toute façon, elle ne peut qu'augmenter, puisque si les recettes augmentent, de toute façon, inévitablement, ça augmentera. Là, c'est ce qu'on appellera en anglais un one-shot. C'est-à-dire que là, la communauté d'agglomération nous propose donc cette augmentation pour nous aider. Par contre... C'est juste pour savoir si elle a augmenté. Vous avez dit qu'elle avait augmenté Pardon? Par rapport à l'année dernière. Est-ce qu'elle a augmenté juste par rapport à l'année dernière, sa petite information? Non, elle n'a pas augmenté. Non, je ne crois pas. Hein. 5 688. Donc là, elle a même légèrement baissé. Elle a légèrement baissé. Enfin, vous voyez, c'est toujours le même chiffre, à quelque chose. Alors par contre, je voudrais quand même vous expliquer une chose, parce que... donc merci pour la question, mais vous ne m'avez pas posé la question avant CLEC au pluvial. Qu'est-ce que ça veut dire, CLEC au pluvial? Ça veut dire que jusqu'à présent, les communes géraient une partie de leur pluvial, des eaux pluviales, on est d'accord? Donc, la CLEC, c'est une commission en fait, à laquelle d'ailleurs notre ami Janine Boudon participait, qui est en fait l'évaluation des charges et des recettes de cette charge, puisque en fait, lorsqu'on se dégage d'une compétence, la communauté d'agglomération la récupère, donc ça génère pour elle des charges, et donc va évidemment réduire légèrement son attribution de compensation. C'est un jeu de vase communicant, d'accord? Donc là, attention, ce 127 000 €, c'est pour un coup. C'est-à-dire que là, c'est exceptionnel, et voilà. Alors là encore, je me répète, mais je préfère le dire pour que ça rentre dans la tête des gens. Quid de l'année 2021? Voilà, donc on en saura un peu plus l'année prochaine. Y a-t-il d'autres questions? On arrive à 5 millions. Bah oui, c'est indiqué, 5 millions 8, voilà. Et donc l'année prochaine, on pourra repartir sur une base d'environ 5 millions 6, 5 millions 7. Voilà. D'où l'importance, ça s'est arrêté, mais d'où l'importance je dirais, de l'arrivée, et notamment sur l'aéroport de Roissy, des extensions qui créent des nuisances, dont acte, mais qui créent aussi des richesses fiscales, puisque ces extensions de la plateforme aéroportuaire et des zones viennent perturber notre circulation, dont acte, mais c'est je dirais, un moyen de financer les collectivités qui sont autour, ce qui me paraît être un juste retour des choses. Donc je vais vous proposer d'approuver cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc nous sommes tous pour. Je vous remercie. Alors, pour ce qui concerne la délibération suivante, je vais passer la parole à M. Bruno Monti. Alors, demande de subvention au Conseil régional pour le soutien de l'équipement des forces de sécurité. Donc, Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée délibérante qu'il est important de renforcer l'équipement des policiers municipaux. Qu'à ce titre, l'acquisition d'un nouveau véhicule de service de 21 874 € hors taxe afin de remplacer le véhicule devenu obsolète, l'acquisition de 5 caméras piétons pour un montant de 4 234 € hors taxe, ainsi que le remplacement de la porte d'entrée du poste de police par une porte sécurisée d'un montant de 5 200 €, 20 centimes hors taxe. Dans cette démarche, le Conseil régional soutient l'équipement des forces de sécurité pour une aide financière à hauteur maximum de 30%. Vu la possibilité d'obtention de la subvention du Conseil régional, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à demander auprès du Conseil régional une subvention dans le cadre des équipements des policiers municipaux. Bien, je pense que pour une subvention, on ne va pas débattre éternellement là-dessus. J'ai juste une petite pensée pour un de nos policiers municipaux qui vient malheureusement de perdre son fils dans un grave accident de la route. Donc voilà, je voulais simplement vous le dire, c'est un moment tragique. En ce moment, il se succède, et donc voilà. Donc, d'autant qu'on avait une rencontre avec Bruno Monti tout à l'heure avec la police municipale. Et j'ai vraiment une sincère pensée pour Stéphane, notre agent de police municipale. Voilà, donc qui est contre?
Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, nous avons ensuite la taxe locale de la publicité extérieure. Je vais passer la parole à Monsieur Jacquin. Tu as des livres, c'est bon? Oui, c'est une délibération qu'on a l'habitude de passer chaque année à cette période, au mois de juin, qui nous permet de voter le montant de la taxe locale d'équipement de publicité extérieure pour l'année 2021. Donc c'est une délibération que l'on prend en compte, sachant qu'il y a des augmentations de variations chaque année. Cette année, il est prévu une augmentation de 1,5%. Si ce n'est que dans les tarifs que vous avez en pièce jointe, l'augmentation ne sera que de 1,25%. Donc je peux vous les résumer. Concernant les enseignes, tout ce qui est surface inférieure à 7 mètres carrés, c'est gratuit, c'est exonéré. Pour les surfaces supérieures de 7 mètres carrés et inférieures à 12 mètres carrés, le montant sera de 16,20 €, alors que l'année dernière c'était de 16 €. Pour la superficie supérieure à 12 mètres carrés et inférieure à 50 mètres carrés, le montant sera de 32,40 €. L'année dernière, c'était 32 €. Et concernant les superficies supérieures à 50 mètres carrés, le montant sera de 64,80 € au lieu de 64 €. Ça concerne les enseignes. Pour les dispositifs publicitaires et préenseignes, le montant donc pour les surfaces inférieures ou égales à 50 mètres carrés sera de 16,20 €, alors que l'année dernière c'était 16 €. Et concernant les superficies supérieures à 50 mètres carrés, ça sera 32,40 € au lieu de 32 €. Maintenant, concernant les dispositifs publicitaires sur support numérique, concernant les surfaces inférieures à 50 mètres carrés, on était 48,60 €, sera de 48,60 € au lieu de 48 €. Et sur les superficies supérieures à 50 mètres carrés, à 97,20 € au lieu de 96 €. Il faut savoir que quand même cette taxe sur la publicité extérieure ramène quand même à la commune un montant équivalent de 380 000 €, ce qui n'est pas négligeable du tout et qui est important pour les recettes de la commune. Si vous avez des questions. Bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote à l'unanimité. Alors, simplement, nous avons une délibération suivante qui est le vote des membres de la commission communale des impôts directs. Donc, en fait, on vous rappelle que c'est dans chaque commune, il y a une commission communale des impôts directs, présidée, donc évidemment, par le maire ou par un adjoint. Dans les communes de plus de 2000 habitants, on vous indique le nombre de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. La durée du mandat des membres de la commission est évidemment identique à celle du mandat du conseil municipal. On vous donne les conditions pour être commissaire. On vous rappelle que la loi de finances modifie les règles de fonctionnement en prévoyant la présence éventuelle et sans voix délibérative d'agents de la commune ou de l'EPCI dans les limites suivantes: un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000, 3 agents en plus pour les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000. Voilà, donc la nomination des commissaires et par le directeur des services fiscaux a lieu dans les 2 mois qui suivent le renouvellement des conseillers municipaux. Donc il convient de dresser une liste de 32 noms de contribuables, parmi lesquels le directeur départemental des finances publiques désignera lui-même 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. Donc voilà, nous avons une liste de Cléois et de Cléois propriétaires. Donc, je ne sais pas si ça apporte des remarques pour ce qui vous concerne. Petite précision, malgré tout, ce maire. Cette commission se réunit effectivement une fois par an. Ça permet de vérifier en fonction de tout ce qui a été réalisé pendant l'année écoulée, que ce soit des extensions, des créations de piscines, des aménagements de combles ou autres, de pouvoir réadapter la fiscalité en fonction de ces modifications qui ont été apportées sur les différents terrains de la commune pendant l'année écoulée. J'ai une petite observation. Je voudrais savoir, une question également, sur quels critères vous avez établi cette fameuse liste? Pardon ?
Sur quels critères vous avez établi cette remise? Ce sont des propriétaires, voilà, tout simplement. Il y a des gens de tous horizons et de tous les quartiers, donc voilà. Hein. Je regrette juste une chose, c'est que vous n'ayez pas, ça aurait pu être fait, faire un appel à candidature au Cléois pour éventuellement participer à cette commission. Vous savez, Elle n'a pas un rôle figuratif. Déjà, comme dit mon collègue M. Jacquin, il y a déjà, d'ailleurs ça se fait comme ça depuis des années avec les SUI, on n'a pas, à ma connaissance, de prescription particulière sur le sujet. Donc les gens représentent des personnes dans différents quartiers. Et voilà, cette réunion, cette assemblée se réunit une fois par an, comme l'expliquait M. Jacquin. Et puis voilà. Donc, alors, vous savez, je vais être franc avec vous, on a eu ces dernières semaines beaucoup de choses à faire. Donc déjà, je ne suis pas convaincu que faire un appel à candidature, ça va être très compliqué à organiser. Et donc pour l'instant, on reste sur cette organisation qui est plutôt représentative de différents quartiers que les SUI. Voilà, c'est important. Juste pour terminer, je voulais juste vous dire que certaines communes ont fait ces appels à candidature. Ouais, pour l'instant, nous, on ne le fait pas. C'était juste une petite observation. Non, absolument. Mais je Parce dirais que cette commission a quand même un rôle important, elle a un rôle consultatif, elle a un rôle décisionnel aussi dans le cadre de la révision des bases éducatives. Permettre aux Cléois de participer et éventuellement déposer une candidature, je pense que c'est... Non, mais jusqu'à présent, ça ne s'est jamais fait. Il y a des noms que je connais à peine, moi, pour ce qui me concerne, mais je ne suis pas convaincu qu'ils soient moins bons ou meilleurs que d'autres qui viendraient. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, si vous me permettez, c'est que dans le choix, enfin, dans la détermination de ces personnes, il y a quand même certains critères qui sont imposés par l'État, qui nous demandent d'avoir des Cléois habitant à Claye-Souilly, mais des Cléois ayant des connaissances suffisantes en la matière. Des Cléois également ayant des terrains à Claye-Souilly, mais habitant à l'extérieur. Donc déjà, c'est déjà pas évident dans ces choix-là d'arriver à trouver une mixité de population permettant de pouvoir assister à cette association. Je me permets juste cette remarque parce qu'il y a de plus en plus de communes qui font effectivement pour la désignation de ces commissaires des appels à candidature. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose donc je vous demande si vous vous abstenez. Voilà. Qui est contre? Qui est pour? Merci. Ensuite, nous avons des désignations à faire dans un certain nombre de syndicats ou d'autres organismes dans lesquels la municipalité doit être représentée. Nous avons donc les représentants du conseil municipal au syndicat intercommunal du parking de la gare de Mitry-Claye. Et je vous propose donc M. Kamel Amrani et Mme Aline Elmouindin en suppléant, puisqu'on a un titulaire et un suppléant. Aline, tu as l'air totalement motivé par cette suppléance. Est-ce que... on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Qui est pour? Donc voilà, c'est parfait. Ensuite, une commission qui est importante dans laquelle siègent un certain nombre d'associations d'environnement, c'est donc la commission de suivi du site d'installation et de stockage de la REP. Alors, avant de passer à cette délibération, la REP, avec la taxe, la TGAP, est aussi un pourvoyeur de finances, puisqu'on reçoit 1,50 € de mémoire, Sébastien, de taxes par la tonne qui entre. Et donc, c'est aussi une recette qui est incluse dans nos recettes. Il faut savoir qu'avec la crise du Covid, eh bien là aussi, on a une légère baisse, puisque moi j'ai contacté Veolia, ils peuvent déjà donner le premier semestre, et ils se projettent sur le deuxième semestre, donc on aura une baisse de cette recette qui n'est pas négligeable. Et malgré tout, bien qu'ils nous donnent quelques subsides, il faut contrôler cette exploitation. Et c'est pourquoi donc on va nommer 2 représentants, 2 membres qui donc vont siéger avec les représentants de l'État, les représentants
du groupe REF Veolia, et puis les représentants associatifs qui sont incontournables dans ce type de problématique. Donc je vous propose comme titulaire M. Servière, comme suppléant M. Monti. Il n'y a pas de questions sur le sujet. Qui s'abstient? Voilà. Il n'y a pas de contre. Et on est pour. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons donc la désignation d'un représentant du conseil municipal au conseil d'administration de l'EPMS. Alors à chaque fois, plutôt que de faire l'introduction que vous avez sous les yeux, je voulais quand même apporter des précisions. Nous avons rencontré avec mon adjointe en charge donc des affaires sociales et du handicap, Madame Keta, qui est la directrice que connaît bien notre conseil départemental, sur le devenir de cet établissement public, puisqu'on a entendu dire qu'il allait partir, etc. Donc, effectivement, cet établissement public, et comme je sais qu'il y a peut-être quelques KO, alors on me disait que le son était un peu moyen, Olivier, je ne sais pas si on peut corriger, c'est peut-être pas assez fort, je ne sais pas. J'ai reçu un ou deux textos. Le sujet de l'EPMS, c'est que pour l'instant, l'établissement public ne va pas déménager tout de suite. Parce qu'il y avait eu, on a entendu parler de 2022-2023, ça sera plutôt à l'échéance 2024-2025. Donc comme c'est une information qui a un peu circulé en ville, l'EPMS n'a pas encore aujourd'hui trouvé le terrain pour reconstruire son nouvel établissement, donc il reste à Clé-Souilly pour l'instant. Il n'empêche que nous devons désigner une représentante au conseil d'administration, et elle est tout à fait désignée pour ça, puisqu'elle s'occupe de cette problématique. C'est Mme Bénédicte David-Teminck que je vous propose de désigner comme représentante du conseil municipal. Qui s'abstient? Merci. Voilà. Personne n'est contre, et nous sommes pour. Voilà. Très bien. Ensuite, nous avons désignation des représentants du conseil municipal au syndicat intercommunal du lycée professionnel du Champ de Clé. Alors, c'est extrêmement particulier parce que vous allez peut-être me poser la question dans quelques conseils. C'est qu'en fait, on va désigner des conseillers municipaux pour simplement dissoudre le syndicat. Parce que pour dissoudre un syndicat, bah oui, c'est ubuesque, mais c'est comme ça. Donc la dissolution n'a pas pu se faire avant la fin de la mandature précédente. Donc on va élire deux personnes titulaires que vous lisez sous vos yeux. C'est Madame Poulain Christine et Madame Thierry Antoinette, avec comme suppléant M. Emmanuel Rousseau, voilà. Et puis ces conseillers avec d'autres communes vont se réunir pour mettre en route la dissolution de ce syndicat qui n'a plus lieu d'être. C'est pas la peine de faire une structure qui ne sert plus à rien. Voilà, donc qui s'abstient peut-être pour ça? Vous abstenez, oui. Pas pour la dissolution, mais pour les titulaires suppléants. Et donc nous sommes pour. J'avais deviné. Ensuite, alors vous voyez comme quoi, pour rassurer notre collègue Mme Dominguez, vous voyez qu'il y a des avenants encore qui courent pour le centre administratif, mais celui-là il nous coûterait 450 €. Donc c'est beaucoup de papier pour pas grand-chose. Il n'empêche que, plus sérieusement, on fait un avenant puisque, comme on vous l'indique, la crise du Covid a obligé les entreprises à renforcer les préconisations sanitaires sur les chantiers. Donc elle est en fait à ce titre en charge de l'installation de chantier, de mettre un affichage sur la base vie. Et donc pour ce faire, on nous demande d'approuver la signature d'un avenant. C'est la première fois que je vois ça de ma vie, mais c'est comme ça, sur les prestations d'affichage qui sont de 450 € hors taxe. Donc, est-ce qu'il y a des remarques? Je ne pense pas que ça soit un sujet à débat. Il y a des abstentions, il y a du contre, tout le monde est pour, je vous remercie. Ensuite, nous avons alors, les ouvertures dominicales sont maintenant de la compétence de la communauté d'agglomération. Pour ceux qui étaient là aux mandatures précédentes, ils doivent s'en rappeler. Mais aujourd'hui, la communauté d'agglo, dans sa grande mansuétude, nous demande, avant de statuer, puisque nous sommes concernés directement, vous doutez la raison pour laquelle les dates ont changé. Évidemment, merci le Covid. Et donc, nous avons un certain nombre de modifications qui sont indiquées. Donc, on vous les indique. Moi, j'avoue que j'ai lu 2 fois et je n'ai pas vu les choses, mais je pense que les premières dates, ça ne sert plus à grand-chose puisqu'on est maintenant au mois
de juin, mais en tout état de cause, on vous indique quelques dates, notamment pour les fêtes de fin d'année, et on vous demande donc d'approuver cet arrêté qui permettra les ouvertures dominicales de ces établissements. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? On va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Nous sommes tous pour. Je vous remercie. Julien Boussange maintenant a la parole pour vous présenter les modifications du règlement du transport scolaire. Oui, alors c'est une modification. Donc en fait, le transport scolaire concerne les élèves qui sont domiciliés sur le secteur de Souilly. Donc il vous est proposé de rajouter un arrêt en fait à l'école de Maupertuis. Donc c'est en ça que le règlement a changé. C'est juste que maintenant, pour la rentrée scolaire, on aurait besoin que le transport scolaire fasse Varlin, Curie, Maris-Bastier, Grandchamp, Centre et l'école de Maupertuis en plus, parce qu'il y a des enfants de Souilly qui se rendent à l'école de Maupertuis, donc on a besoin de créer un arrêt. Voilà la seule petite modification dans ce règlement du transport scolaire. Bon, il y a des questions particulières, je ne pense pas que ça le mérite. Qui est contre, qui s'abstient? Nous sommes donc tous pour, je vous remercie. Ensuite, nous avons une dernière délibération qui est une délibération sur la modalité d'attribution et d'usage des véhicules au personnel communal. Donc, nous avons ce matin réuni le comité technique de la commune qui représente à la fois les élus et le personnel communal concernant le règlement de disposition donc des véhicules. On vous précise d'ailleurs, il est en pièce jointe, mais on vous précise aussi que nous avons fait une charte de l'utilisation des véhicules. C'est un sujet parce que chacun des agents qui utilisent un véhicule communal a d'une part des responsabilités, donc on vous rappelle un petit peu les grandes lignes sur les dispositions qu'on demande aux agents. J'ai fait un point sur le parc de véhicules, parce qu'on a quand même quelques difficultés, à force de ne pas les renouveler, ça arrive à coincer, donc on doit être à 6 ou 7 véhicules qui doivent être mis à la réforme, parce qu'ils ne peuvent plus passer au contrôle technique, mais ça c'est simple, hein, on est tous suspendus à ça, les contrôles techniques sont de plus en plus draconiens, et il suffit qu'on ait des véhicules avec un châssis un peu rouillé pour que les véhicules ne passent pas. Donc on a mesuré là, ce matin 6 ou 7 véhicules qui vont être donc mis à la réforme. Et pour que ce soit bien clair, et ça se fait dans toutes les collectivités, j'ai souhaité qu'on remette à plat l'utilisation des véhicules, pour lequel on fait un distinguo, vous avez dû lire la délibération, le véhicule de fonction, qui est traditionnellement le véhicule qui est affecté au directeur général des services des communes de plus de 5000 habitants, sachant que cette disposition est évidemment déclarable aux impôts, puisque c'est un avantage en nature que l'agent doit déclarer. Bien. Ensuite, on a les véhicules de service pour lesquels on vous a donc mis le règlement et cette charte qui a été validée à l'unanimité ce matin, qui concerne donc tous les véhicules de service. On a d'excellents agents, mais il faut quand même bien vérifier les choses quand on a des accrochages, on a un certain nombre de difficultés pour le suivi de la consommation des carburants. Donc on va mettre en place des carnets de bord et les utiliser. Et puis ensuite, ce qui se fait aussi dans nombre de communes, c'est d'avoir un véhicule de service avec remisage à domicile, ce qui veut dire que l'agent l'utilise pour les besoins du service, c'est-à-dire qu'il part de son travail, il rentre chez lui avec le véhicule, et il n'utilise le véhicule, qui est un véhicule quand même accessoirement municipal, et il ne l'utilise qu'à des fins professionnelles. Et donc c'est pour ce faire qu'on vous a... donc on vous précise évidemment que l'utilisation privative, je pensais notamment au DGS, des villes plus de 5000, est un avantage en nature, donc qui fait l'objet d'une fiscalisation, mais que des agents qui pourraient bénéficier d'un véhicule sans avoir cet avantage en nature seraient donc, on va dire, répréhensibles. Donc pour ce faire, moi je souhaite que l'on autorise des remisages à domicile. Évidemment, pour les agents qui existent des fonctions particulières, on y retrouve les agents des services techniques, notamment pour l'astreinte, parce qu'à une époque, il fallait qu'ils viennent en voiture au CTM pour ensuite récupérer le véhicule et partir en intervention.
c'est pas ce qui nécessite, ce qui favorise la plus grande réactivité. Et puis on a aussi la responsable et les agents du service scolaire, puisque comme vous le savez, dans les écoles, CEDAM, il n'y a pas beaucoup de messieurs, CEDAM commence très tôt, et donc les responsables sont amenés à se projeter sur les écoles à partir de 6h du matin. Voilà. Donc on vous rappelle que un certain nombre de choses réglementaires, que les dépenses évidemment de l'entretien des véhicules et de l'utilisation sont à la charge évidemment de la commune, que ce soit le carburant, etc. Les attributeurs de fonctions devront consigner l'ensemble de leurs déplacements dans un carnet de bord, ça me paraît la moindre des choses, et puis qu'en cas de contravention de délit consécutif à une infraction routière, c'est évidemment le conducteur qui sera soumis au droit commun de la responsabilité. Voilà. Et puis je crois que je vous ai tout dit. Évidemment, l'attribution d'un véhicule de service prend fin au moment où la mission de l'agent qui lui permettait de bénéficier d'un tel véhicule prend fin d'elle-même. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais dire sur cette dernière délibération qui clarifiera l'utilisation des véhicules. Voilà. Y a-t-il des questions ? Le service communication a toujours un véhicule, évidemment, puisque, alors c'est pas écrit dans la délibération parce que là on rentre dans la quincaillerie, mais évidemment on a aujourd'hui 3 véhicules qui seront affectés à la mairie, d'accord ? Donc le véhicule du DGS qui l'aura dans son cadre de fonction avec une déclaration par nature, et 2 véhicules qui seront donc en pool, comme dans n'importe quelle commune, et les services pourront l'utiliser. Je fais remarquer quand même que jusqu'à présent ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'il y avait des agents qui partaient au trésor public à Meaux ou qui partaient en préfecture avec leur véhicule personnel. Voilà. Donc je pense que c'est beaucoup plus simple qu'on ait 2 véhicules de pool, et évidemment il y aura 2 véhicules, plus d'ailleurs évidemment je suppose le véhicule du DGS qui sera donc disponible pour pouvoir, voilà. Puis on aura comme n'importe quelle commune. Moi, je travaille dans une grosse collectivité, mais c'est fait partout. On a un tableau de bord, on a un planning, les gens réservent, comme les salles de réunion, réservent leur véhicule et il n'y a aucun problème. Donc évidemment, la projection de nos collègues, mais pas seulement de la communication, il y a d'autres gens. Je citais notamment un certain nombre d'agents qui vont en préfecture, qui passent la journée et qui partent avec leur véhicule personnel. Quand même ils ont une petite indemnité kilométrique, je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Il y a des véhicules de service, et à ce titre, on aura donc 2 plus 1 véhicule au sein de la mairie. Voilà. Merci François. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? C'est bon ? Eh bien, je vais vous demander de passer au vote, mes chers collègues. Qui s'abstient ? S'abstient. Il y a 3. Alors, combien d'abstentions ? Il y a 5 abstentions. Qui est contre ? Qui est pour ? D'accord. Ok, oui, parce que oui, tu avais 2. Excuse-moi, Véronique, je ne sais pas. Je ne comprenais pas. C'est bon. Eh bien, donc alors, tu as tout compté, c'est bon ? Donc on a 5 abstentions, c'est ça, et 2 pour, c'est bien ça. Et puis le reste est pour, évidemment. Bien. Si je ne m'abuse, je crois que nous avons terminé ce conseil municipal. Je voulais vous préciser simplement que le dernier conseil avant l'été prenait date. Alors, il y a le nouveau magazine qui est en train de se distribuer dans les boîtes aux lettres qui indique la date du 10 juillet. Parce que vous savez comment sont les imprimeurs, il faut faire un calage suffisamment tôt. Mais en fait, on va faire le vote du budget le 16. Alors, parce que je parle un peu dans mon édito du budget, mais en fait, ça ne sera pas le 10, mais ça sera donc le 16 juillet. D'accord ? Voilà. Alors, pour une raison toute simple, je sais qu'il y a des risques de personnes en vacances. Donc nous, groupe majoritaire, on a déjà vérifié les présents. De toute façon, on aura le quorum. J'espère que, en tout cas, que les groupes minoritaires seront représentés. Mais le 16, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'avait pas encore tous les chiffres totalement calés. Acte 1, acte 2, il y a les délais d'envoi. Et ça ne vous a pas échappé que demain, nous sommes déjà le 1er juillet. Donc le temps que ça se boucle et qu'on fasse un budget qui soit sincère et transparent, on va prendre quelques jours supplémentaires et on bouclera tout ça à la fin de la semaine. Donc je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne soirée, merci de votre participation et au 16 juillet pour ceux qui ne seront pas en vacances. Merci à vous. Ça c'est coupé.
sur Sup. Voilà, c'était le final. 38. À la limite, si j'aurais pu venir, on l'aurait trouvé. J'éteins le. Je passe le master. Ou je laisse un peu encore. Oh, Ça fait joli. Hein, si jamais ça saute. ouais. Déjà, on a de la chance, ça n'a pas sauté. C'était quel monsieur ici? Oui.